on a clairement une tendance à la hausse des contrôles fiscaux. Entre 2023 et 2024, on a une augmentation de plus de 1,4 milliard d'euros depuis 2020. La Direction générale des impôts a accès à toutes les informations sur les réseaux sociaux. La première erreur, c'est de répondre trop vite à une demande de l'administration fiscale. En France, le sujet, c'est pas tant la fraude fiscale, c'est la complexité des règles fiscales. Bonjour Stéphanie. Bonjour Xavier. Alors merci d'avoir accepté notre deuxième invitation. La dernière fois, nous avions abordé le sujet des cryptos sous l'angle de la fiscalité et notamment les changements en la matière pour l'année 2026. Alors cette fois-ci, on va changer de sujet puisque nous allons parler des contrôles fiscaux, un sujet que chaque contribuable se doit de maîtriser pour éviter les mauvaises surprises, ce d'autant plus qu'on approche de la période de début de déclaration de ses revenus. Alors, peut-être que avant de commencer, pour celles et ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de voir notre précédente interview, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement en quelques mots ? Bien sûr. Donc, je suis Stéphanie Neymar-Catias, je suis avocate fiscaliste et fondatrice du cabinet Comit. Depuis 15 ans environ, j'accompagne les entreprises, les particuliers, les dirigeants et les investisseurs sur tous leurs enjeux fiscaux stratégiques et évidemment également face à l'administration fiscale dans le cadre de contrôles fiscaux. Et puis depuis plusieurs années maintenant, je traite plus spécifiquement de tous les sujets qui sont liés aux cryptoactifs et aussi aux patrimoines internationaux, sujets sur lesquels il y a aussi beaucoup de contrôles fiscaux. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup d'expérience en la matière. Ok, on aura sans doute l'occasion d'en parler. Alors, pour commencer, est-ce qu'on assiste réellement en France aujourd'hui à une multiplication des contrôles fiscaux ? Oui, tout à fait. On a clairement une tendance à la hausse des contrôles fiscaux, tant en termes de volume qu'en termes de nombre de contrôles fiscaux. Alors, ça s'explique tout à fait. En fait, ce qu'on constate, c'est que dans les chiffres, depuis entre 2023 et 2024, on a une augmentation de plus de 1,4 milliard d'euros quand on cumule les impôts dus plus les pénalités dans le cadre de contrôles fiscaux. Donc clairement, les chiffres le disent. En réalité, ce n'est pas vraiment ça qui est le plus intéressant à constater, c'est plutôt le ciblage des contrôles fiscaux. C'est-à-dire qu'en plus de cette augmentation en volume, on a un changement dans la nature des contrôles fiscaux. Il y a plus de 1 sur 2 contrôles fiscaux qui est issu du ciblage lié à des informations récoltées par l'administration fiscale. D'accord. Et est-ce que ça concerne tout le monde ou est-ce que ça concerne des profils plus particuliers, cette augmentation ? Cette augmentation, on la constate effectivement sur l'ensemble du territoire français, mais ce qu'on peut quand même identifier, c'est des marqueurs. C'est-à-dire que quand il y a des revenus un petit peu atypiques, des sujets de flux internationaux, ou bien des actifs particuliers comme les cryptoactifs, ça donne lieu souvent à une étude un petit peu plus précise de la part de l'administration fiscale. D'accord. Et alors pourquoi l'administration fiscale a-t-elle renforcé ses contrôles ces dernières années ? Alors, je pense qu'il y a 2 raisons principales. La première raison, elle est d'ordre budgétaire, puisque évidemment les contrôles fiscaux, c'est une source de rendement important pour les finances publiques. Et puis la seconde raison, elle est plus d'ordre politique, puisqu'on peut le voir, tous les sujets de fraude fiscale aujourd'hui ont une forte visibilité dans les médias. Et peut-être on pourrait rajouter un troisième facteur, qui est le facteur technologique. C'est que tout simplement, l'administration, comme nous tous, a accès à de plus en plus d'outils qui lui permet de récolter des informations et de les analyser, donc de procéder à un croisement pour identifier des situations à risque. Alors justement, et ça rejoint un peu j'imagine, la réponse précédente, comment est-ce que l'administration fiscale identifie les personnes, les foyers qui sont le plus susceptibles de faire l'objet d'un contrôle ? En plus de ce que vous venez de nous indiquer. Alors, il y a 2 phases. En fait, comme je le disais, il y a une phase de collecte des informations, mais il faut bien comprendre d'où vient cette collecte. Elle vient non seulement de nos déclarations d'impôts, tout simplement, mais aussi
des établissements bancaires, et puis à l'international, des administrations fiscales étrangères qui communiquent entre elles. Et puis, il y a aussi les bases notariales, il y a aussi les plateformes. Donc, tout ça, ça contribue à donner de plus en plus d'informations. Puis, par exemple, depuis 2020, la Direction générale des impôts a accès, alors sous contrôle de la CNIL, à toutes les informations sur les réseaux sociaux. Ah oui, exact, j'en avais entendu parler. Voilà, donc sur vos profils, vos publications, et aussi sur, par exemple, les sites marchands où vous mettez vos biens en vente, eh bien, toutes ces informations-là peuvent être collectées. Donc ça, c'est la première phase, la phase de collecte. Puis ensuite, il y a une deuxième phase qui est une phase d'analyse, donc ce qu'on appelle les outils de data mining, qui vont permettre ce recoupement et l'identification de situations qui ont une plus forte probabilité d'être en risque. D'accord, effectivement, toutes ces procédures n'étaient pas possibles, en effet, il y a quelques années. Et justement, est-ce que le contrôle fiscal, en dehors des moyens mis en œuvre pour repérer les cas problématiques, est-ce que le contrôle fiscal a changé de nature récemment ? Il a changé de nature, justement parce qu'avant, ça se basait plutôt sur du déclaratif, alors que maintenant, le fisc a déjà assez de données pour analyser justement la situation du contribuable. Néanmoins, on reste sur le même type de procédure, c'est-à-dire que l'administration va aller demander au contribuable des justificatifs, des explications lorsqu'il y a une incohérence. Et donc, on a gardé cette logique de contradictoire, ce qui veut dire je peux échanger avec l'administration, soit sur des points techniques, soit sur des points plutôt de justificatifs, de traçabilité, pour justifier ma situation, éviter un contrôle fiscal ou l'atténuer. D'accord. Et on en a, encore une fois, on a un petit peu déjà abordé le sujet, mais est-ce que vous auriez des exemples précis d'éléments déclencheurs d'un contrôle fiscal ? Vraiment est-ce que, par exemple, je ne sais pas, moi, j'imagine que quelqu'un qui aurait des revenus annuels de déclarer 50 000 euros, mais qui aurait 5 Ferrari affichés sur son compte Facebook, ça pose problème. Mais est-ce qu'il y a des cas peut-être un peu moins évidents ? Oui. Alors, je dirais que le premier problème, c'est, je dirais, pour vous répondre, je pense que la première erreur, c'est de répondre trop vite à une demande de l'administration fiscale. Ah oui. C'est-à-dire sans prendre le recul nécessaire pour analyser exactement quelle est cette demande, est-ce que j'ai les justificatifs pour prouver ce que j'ai déclaré, etc. Donc, aller trop vite, c'est un premier problème. Ne pas répondre, c'est un autre problème qu'on voit également. C'est-à-dire par crainte d'avoir cet échange avec l'administration fiscale, je laisse passer les délais. Bon, ça évidemment, c'est un vrai problème. Mais pour répondre à votre question sur vraiment quels sont les marqueurs... Mais peut-être des exemples précis, amusants ou... Oui, alors, amusant, ça dépend pour qui parfois. Je dirais que les comptes à l'étranger, c'est vraiment aujourd'hui un gros sujet de demande d'information et de contrôles fiscaux. Tout simplement parce que les plateformes et les établissements bancaires et les administrations fiscales étrangères communiquent avec le fisc français. Donc, il faut bien avoir en tête que aujourd'hui, avoir un compte à l'étranger, ça n'est pas du tout quelque chose d'invisible. Donc ça, c'est un premier marqueur. Ensuite, ce n'est pas forcément des situations frauduleuses, mais c'est vrai que quand vous avez de grosses différences de revenus d'une année à l'autre, ça peut attirer l'attention du fisc, quand bien même ce serait lié à une fluctuation dans votre activité. Donc, il faut se préparer en amont. C'est sans doute l'un de mes conseils numéro 1, c'est l'anticipation, c'est-à-dire je remarque que la situation est peut-être un petit peu particulière, j'anticipe. Alors, soit déjà en réunissant tous les justificatifs, mais aussi parfois en faisant ce qu'on appelle un audit fiscal préventif, c'est-à-dire faire vraiment une cartographie de sa situation fiscale, de ses déclarations, pour anticiper des questions. Parce qu'évidemment, s'il y a une régularisation à faire, donc s'il y a des déclarations rectificatives à faire, il vaut largement mieux s'y prendre à l'avance plutôt que d'attendre un contrôle fiscal avec toutes les pénalités, majorations, etc., qui peuvent s'appliquer en cas de contrôle.
Ok. Justement, je reviens 5 minutes sur la question des comptes à l'étranger, puisque se sont multipliés. C'est devenu très facile via des applications d'ouvrir un compte à l'étranger. Et pas forcément d'ailleurs dans une perspective, une quelconque perspective d'optimisation, Tout à fait. comme l'imaginaire populaire peut se l'imaginer. Euh, mais simplement parce que l'application, la banque derrière l'application est domiciliée à l'étranger. Alors ma question, c'est est-ce que l'administration fiscale va aller embêter quelqu'un qui a son compte avec, je ne sais pas, qui a mis quelques centaines de livres sterling pour aller en vacances et qui a oublié de le déclarer Oui, tout à fait. D'accord. Alors en fait, le simple fait que le compte soit ouvert implique une obligation déclarative. Et parfois, il m'est arrivé d'avoir des clients qui avaient ouvert des comptes bancaires alors qu'ils étaient en stage à l'étranger. Ouais, voilà. Donc Mhm. vraiment, Mais je pensais à ce genre de choses. tout à fait, donc des comptes qui n'avaient aucune raison d'exister au-delà de cette période de stage, par exemple, que les personnes ont complètement oublié 15 ans plus tard et que le fisc a retrouvé en listing. Et parfois même, les personnes n'ont plus accès à ces comptes bancaires. Ils Ah n'ont oui, plus les codes. Et pour autant, l'administration fiscale est susceptible d'appliquer des pénalités pour comptes à l'étranger non déclarés. Donc, il faut faire bien attention de déclarer tous ces comptes à l'étranger. Et d'ailleurs, même quand on clôture un compte, l'année de la clôture, oui. c'est aussi un compte à déclarer. C'est la dernière D'accord. année où il faut déclarer ce compte. Ok, donc si je comprends bien, parce que c'est à mon avis c'est un point important, euh, même si quelqu'un sur son compte à l'étranger a 0 € et ne s'en est pas servi depuis 5 ans, il n'y a eu aucun mouvement sur le compte, il peut quand même être amené à devoir se justifier ou en tout cas avoir des petits problèmes avec l'administration fiscale. Tout à fait, c'est D'accord. possible. Alors, je précise quand même que cette obligation de déclaration des comptes, elle ne consiste pas à dire combien Oui, vous bien avez sûr. sur chaque compte, hein. Exact. C'est vraiment déclarer le compte lui-même sans indiquer le montant qui est sur ce compte. Mais en tout cas, oui, je vous confirme que même quelques euros, en réalité, c'est un compte à l'étranger. D'accord. Donc ça, on va le retenir, c'est une erreur à éviter. Euh, Jusqu'où l'administration fiscale peut-elle remonter dans le temps? Parce que là, vous venez d'évoquer le cas d'un compte qui aurait 15 ans, qui aurait été ouvert il y a 15 ans et qui n'aurait quasiment pas servi depuis. Mais de façon plus générale, jusqu'où l'administration fiscale peut-elle remonter? Alors, la règle en matière de contrôle fiscal, donc c'est ce qu'on appelle la prescription ou D'accord. le délai de reprise, c'est les termes un petit peu légaux, c'est normalement 3 ans. Donc on a coutume de dire on a 3 ans plus l'année en cours pour être contrôlé. En réalité, il y a énormément d'exceptions à ce principe. Et la prescription, elle peut aller jusqu'à 10 ans, notamment dans le cas des comptes à l'étranger non déclarés. La D'accord. prescription, c'est 10 ans. Dans le cas des activités occultes, c'est-à-dire les activités qui n'ont jamais été à la connaissance de l'administration, encore une fois, c'est 10 ans. Ou bien quand l'administration identifie ce qu'on appelle une fausse domiciliation fiscale. C'est-à-dire que vous dites que vous êtes domicilié à l'étranger, mais la réalité, c'est Ah que tout porte à croire, en fonction des critères conventionnels, que vous êtes en réalité résident fiscal français. Là encore, c'est une prescription de 10 ans qui s'applique. Donc il faut faire vraiment très attention sur ce sujet de délai de prescription. Et pour répondre à votre question sur le compte ouvert il y a 15 ans, en réalité, comme cette obligation est annuelle, Ah oui, eh d'accord. bien, les 10 dernières années, vous deviez, enfin, depuis Oui, que je comprends. l'obligation existe, en tout cas, vous aviez à faire cette déclaration. Donc, ce qui compte, c'est pas la date d'ouverture, mais bien la date à laquelle vous auriez dû déclarer soit les revenus, soit les comptes, etc. D'accord. Et donc, dans le cas où malheureusement quelqu'un serait soumis à un contrôle fiscal, quelles sont les différentes formes qu'il peut prendre aujourd'hui? Il y a 2 grandes formes du contrôle fiscal. Il y a ce qu'on appelle le contrôle sur pièce, c'est-à-dire l'administration fiscale vient vous demander des informations complémentaires. Elle en a déjà un certain nombre, vos déclarations, un certain nombre de justificatifs, mais elle vient vous demander des explications. Donc ça, c'est la forme la plus commune D'accord. qui démarre très souvent par une demande d'information, par exemple. Et puis, il y a une autre forme de contrôle qui s'appelle le contrôle sur place, dans le cas où les enjeux sont un petit peu plus importants. Pour les personnes physiques, on parle d'examen de situation fiscale personnelle. Ok. Donc, c'est une façon pour l'administration fiscale de cartographier
vos revenus, les flux financiers, vos comptes, en tout cas l'intégralité de votre patrimoine et de vos revenus pour essayer d'identifier s'il y a des incohérences. Et pour les entreprises, c'est ce qu'on appelle la vérification de comptabilité. D'accord. Et par exemple, dans le cas d'un particulier, quelles sont les différentes étapes de ce contrôle fiscal? Comment va-t-il se dérouler entre le moment où l'administration vous contacte et le moment où soit vous êtes contraint de faire amende honorable, soit on vous dit, bon, finalement, ça va. Quelles sont les différentes étapes? Alors, il y en a un certain nombre. Je dirais, on peut les regrouper en 3 grandes phases. La première phase, je vous en ai parlé, c'est des demandes d'information, voilà, des demandes de justificatifs. Là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas répondre trop vite. Il faut Ok. vraiment bien réfléchir à la bonne façon de répondre, à être le plus juste possible. Ensuite, il y a une autre phase qui s'ouvre si l'administration fiscale estime qu'il y a eu un manquement à vos obligations déclaratives. Donc, elle vous envoie un courrier qui s'appelle la proposition de rectification. Et dans ce courrier, vous avez les raisons du contrôle, vous avez le calcul de l'impôt à payer en plus, Ok. puis vous avez aussi toutes les majorations qui peuvent s'appliquer ou les pénalités qui peuvent s'appliquer. Donc ça, c'est un premier courrier qui ouvre la deuxième phase. Cette deuxième phase, c'est encore une procédure contradictoire, c'est-à-dire que vous allez soit accepter les redressements, vous êtes d'accord, soit vous allez les contester, soit vous allez les contester partiellement. Mais en tout cas, il y a toujours des droits et des recours quand on est dans un contrôle fiscal pour engager un dialogue technique ou apporter plus d'éléments pour que l'administration puisse revoir sa position. Puis si vraiment on ne se met pas d'accord, qu'il y a vraiment un point qu'on n'arrive pas à finaliser, je dirais, on rentre dans la troisième phase qui est le contentieux. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir le juge de l'impôt et expliquer qu'il y a un désaccord et expliquer votre position devant un juge. Ok. Donc ça, c'est la troisième phase. Donc, vous voyez, c'est assez... c'est très, je dirais, réglementé. C'est-à-dire que quand on connaît bien la procédure, on peut aussi identifier, par exemple, des erreurs de procédure. On peut identifier la possibilité de faire appel à une commission pour avoir un avis consultatif. Bon, voilà. Je ne veux pas vous noyer dans toute cette procédure fiscale, mais en tout cas, il y a des recours et il s'agit de bien les identifier pour agir en conséquence. D'accord. Et quels sont les risques en cas d'erreur ou d'omission? Le risque, c'est déjà les impôts supplémentaires à payer. C'est aussi les majorations. Alors, les majorations, elles dépendent de la gravité de la faute qui est retenue par l'administration fiscale. Soit c'est simplement une erreur, vous ne l'avez pas fait exprès, vous risquez peut-être une majoration de 10%. Ok. Soit c'est ce qu'on appelle un manquement délibéré, c'est-à-dire que vous avez volontairement omis de déclarer, vous risquez 40% de majoration. Ah oui, quand même. Soit on passe vraiment à des sujets de fraude, et là, on est sur 80% de majoration. Ok. Et à cela, on ajoute les intérêts de retard, ce qu'on appelle le préjudice du trésor, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les sommes, qui sont calculées au taux de 2,4% l'an. Est-ce qu'aujourd'hui, le risque pénal est devenu plus fréquent en matière fiscale? Alors, le risque pénal, ça reste un risque pour une minorité de dossiers. La fraude fiscale, elle est vraiment caractérisée dans des cas de figure très précis où il y a eu une organisation de la personne pour échapper à l'impôt, un schéma frauduleux. Donc, ce risque, il existe évidemment, mais il n'est pas extrêmement courant. Par contre, ce qui est intéressant de constater aujourd'hui, c'est que la loi est en train d'évoluer justement sur un transfert automatique par l'administration fiscale de dossiers au parquet dans certains cas de figure. Alors, ce transfert automatique, il existait déjà pour les majorations de 80%, mais aujourd'hui, il y a une loi qui est en cours de discussion et qui risque d'étendre ce transfert d'informations automatique au parquet. D'accord. Et donc, face à tout ça, est-ce que le contribuable a encore des moyens pour se défendre? Oui, tout à fait. Alors, pour moi, la meilleure défense, c'est l'anticipation, déjà. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de moyens d'anticiper les choses. Tout simplement, je vais en mentionner deux.
Le premier, c'est la possibilité de rectifier vos déclarations. Oui. C'est-à-dire qu'on peut aller voir l'administration fiscale, indiquer qu'on s'est trompé, qu'on veut modifier les choses, et de ce fait, on a le droit à l'erreur. Oui, voilà, j'allais en parler. Et c'est très intéressant cette possibilité parce qu'elle permet de minimiser les majorations, les intérêts de retard, et de se mettre en conformité avec la loi sans attendre un risque potentiel, une épée de Damoclès. Donc, je pense que rien que ce premier exemple montre que on dispose d'un outil assez puissant. Le deuxième outil, c'est le rescrit fiscal. Qu'est-ce que c'est un rescrit fiscal ? C'est la possibilité pour toute personne, donc que ce soit une personne physique ou une entreprise, d'aller consulter l'administration en expliquant sa situation, en expliquant sa compréhension de la loi et en demandant une validation. D'accord. Et ça permet, une fois qu'on a ce courrier de réponse de l'administration, d'avoir une assurance qu'en cas de contrôle, on a déjà eu un blanc-seing sur une situation bien précise. D'accord. Et dans ce cas-là, j'imagine que c'est mieux pour le particulier d'être accompagné par un professionnel tel qu'un notaire ou un avocat ? Tout à fait. Alors, effectivement, on a l'habitude au cabinet de s'occuper de tout ce qui est rescrit fiscal, déclaration rectificative. Je dirais que ce n'est pas nécessaire dans tous les cas de figure. Il y a des situations plus complexes qui nécessitent ces interventions de professionnels. Mais avant même de faire ce type de démarche, les contribuables ont la possibilité de consulter, par exemple, un avocat, tout simplement pour comprendre quelles sont leurs obligations. Je dirais même qu'en France, le sujet, ce n'est pas tant la fraude fiscale, c'est la complexité des règles fiscales. Et donc, ça peut être utile, justement, pour être sûr qu'on fait bien ou qu'il y a quelque chose à corriger, d'aller consulter un professionnel pour s'assurer qu'on est en conformité. D'accord. Mais j'imagine qu'à fortiori, si en cas de redressement et si on a l'intention de faire recours, j'imagine que c'est encore plus important d'avoir les bons conseils. Oui, alors là, pas de doute là-dessus. À partir du moment où on a un contact avec l'administration fiscale qui demande des informations ou bien un contrôle fiscal avec une proposition de rectification, je pense réellement que c'est essentiel d'être accompagné parce que tout simplement la procédure elle-même est complexe. S'il y a des erreurs de procédure, je pense qu'un contribuable ne pourra pas forcément les repérer. Et puis, on va bien au-delà d'une discussion sur les chiffres. C'est vraiment une discussion technique sur les textes de loi, sur les commentaires de l'administration. Et là, ça nécessite d'être accompagné. OK. Comme je le disais au début, on se rapproche de la date à partir de laquelle on pourra faire sa déclaration de revenus. Si vous deviez donner quelques conseils aux contribuables qui vont faire leur déclaration d'ici quelques semaines, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors, mon premier conseil, avant même de faire sa déclaration, c'est de réunir tous les justificatifs de ce que vous avez l'intention de déclarer. Et là, donc, il y a les justificatifs de vos revenus, il y a les justificatifs de vos comptes, mais il y a aussi tous les justificatifs qui sont liés à vos réductions d'impôts. Donc, d'abord, constituer un dossier très complet. D'accord. C'est la base de tout et c'est ce qui pourra vous être demandé éventuellement s'il y a des questions. Ensuite, tout dépend forcément de votre situation. C'est-à-dire qu'un profil d'un salarié qui a des placements uniquement en France, on ne va pas le traiter de la même façon qu'un indépendant qui a des revenus qui fluctuent avec une holding, etc. Oui, bien sûr. Là, c'est vraiment du cas par cas. Je pense qu'on dispose quand même de beaucoup d'informations. Rien que sur le site impôts.gouv, vous avez accès à beaucoup d'informations. Vous avez aussi ce qu'on appelle les notices des déclarations fiscales, c'est-à-dire une sorte de document explicatif qui vous aide aussi à faire vos déclarations. Donc, on a accès à beaucoup d'infos. Bon, après, il faut peut-être y consacrer un petit peu de temps aussi. Donc, mon deuxième conseil, c'est de ne pas s'y prendre à la dernière minute. On va avoir bientôt le calendrier des déclarations, de la campagne déclarative, comme d'habitude. Et il vaut mieux s'y prendre au début et se laisser un petit peu de temps plutôt que d'arriver les derniers jours en urgence. Effectivement, c'est un conseil qui est souvent donné par nos journalistes ici.
Et pour terminer, est-ce qu'il y a eu une petite nouveauté, un petit changement qui concernerait la déclaration à venir, ou est-ce que toutes les règles sont identiques aux années précédentes? Alors, pour le coup, cette année, on a peu de changements. Tout Ok. simplement parce que la loi de finances de l'année 2026, elle a été assez réduite, hein. Vous savez, le gouvernement n'a pas réussi à la... Exact. Voilà. Donc, en fait, elle date seulement de février, hein. D'habitude, c'est plutôt en décembre Oui. qu'on a la loi de finances. Et donc, elle est très, très réduite. Le barème a changé. Il y a quand même quelques dispositifs qui ont changé, mais c'est franchement assez réduit. Ok, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle finalement. Ça va sans doute simplifier certaines choses, effectivement. Ok. Alors, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Et écoutez, j'espère qu'on pourra vous recevoir à nouveau pour évoquer un troisième sujet. Ce sera avec plaisir, Xavier. Merci. Merci.